Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine est heureuse de vous annoncer que nous sommes toujours à Kinshasa. Et voilà pourquoi nous avons un réel plaisir de vous savoir toujours passionné, toujours fidèle pour regarder cette émission que vous appréciez tant. L'invité que je reçois aujourd'hui, vous le connaissez. Il fait souvent parler de lui parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Il est professeur, il est journaliste, il est entrepreneur. Il a une chaîne de télévision Télé 50 qui fait ravage dans la capitale et aussi dans le Congo, bien évidemment. Il est aussi président de l'UNPC, donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi mon président. Il est ambitieux, courageux, opportuniste, ne le prenez pas dans le mauvais sens, mais surtout rigoureux. Alors, il a l'art de la rhétorique et il nous a fait l'honneur et le plaisir pour débuter avec vous ce mois de février. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour Ingrid, chère Ingrid. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue chez moi dans ma petite maison. Il l'a précisé, mes meilleurs voeux, même si nous sommes en février, mais je pense qu'on peut toujours continuer à le dire. Oui, ça continue jusqu'au 15 normalement, parce que les 14 Saint-Valentin. Comment allez-vous? Comme un chat. Vous avez, pour cette nouvelle année, vous êtes lancé des nouveaux défis? Oui. Rester en vie. Après la Covid, enfin, d'ailleurs, pendant la Covid. Oui, non, j'ai beaucoup d'ambition cette année. D'une part, aider la profession, notamment ici en RDC, pour qu'elle ait une perspective beaucoup plus claire en termes de professionnalisme. Développer encore davantage Télé 50, l'espace 50, la radio, les web, parce que j'ai développé une chaîne web effectivement, en dehors de Télé 50 que tout le monde aime, et s'occuper de mes enfants. Ah, c'est une bonne chose. Vous avez aimé ambitieux, rigoureux, opportuniste. Ça décrit bien Jean-Marie? Oui, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Ah non, rien du tout. Ambitieux, oui, je le suis et je le resterai. J'apprends à mes enfants à les devenir. Vos employés aussi? Absolument, mes employés aussi. Je les apprends à devenir aussi ambitieux et surtout avoir ce qu'on appelle la grandeur. Mon père me disait souvent, parmi les bons, il faut être le meilleur, et le meilleur, c'est celui qui est ambitieux. Si vous n'avez pas de l'ambition dans votre vie, alors il faut aller à la cuisine, vous cacher, ne rien faire, etc. Opportuniste, dans le sens de profiter de l'opportunité, oui. Pourquoi? Parce que le cours que j'enseigne, c'est l'entrepreneuriat. Pour créer une société, vous répondez aux besoins, comme dit le marketing, la recherche de la satisfaction des besoins des consommateurs, moyennant des études quantitatives et qualitatives. L'entrepreneuriat, c'est le processus de création d'une entreprise en réponse aux opportunités qui sont sur le marché ou dans le secteur des affaires. Si toi, tu es un être humain, tu as des besoins d'existence et que tu ne sais pas utiliser les opportunités qui se profilent ou qui sont dans ton environnement, c'est pas la peine de vivre. Parce que Papa avait tort de mettre dans la tête des Congolais que chance c'est l'eau Pamba. Non, c'est faux. Certes, il voulait dire que tu peux être quelqu'un, un kidam, et que la chance peut te sourire, tu peux devenir quelqu'un dans la vie. Non, mais ce n'est pas une opportunité, on va dire, automatique que tu croises et puis non. C'est comme un peu ce au rêve américain. Même aux États-Unis. Sinon, il n'y aurait pas aux États-Unis des malheureux, les homeless, etc. Forcément. Quand un étranger arrive aux États-Unis, il essaye de profiter de sa présence aux États-Unis, de l'opportunité d'être aux États-Unis, de faire comme font les Américains pour s'en sortir. C'est ça le rêve américain. Donc, opportuniste, oui, je le suis. Je le suis dans le sens de capter chaque occasion propice pour traduire en une opportunité qui génère du bénéfice. En tous les cas. Qui, au commencement était, dans notre première partie, Jean-Marie Kassamba, on revient avec vous dans votre enfance. Justement, relancez-nous vers là, parce que beaucoup de personnes pensent vous connaître, mais ne vous connaissent pas en réalité. Oui. Vous aimez souvent le dire, vous parlez très peu de vous, même si vous parlez, mais souvent très peu de vous réellement. On va voir si aujourd'hui le pari sera relevé. Un villageois, vous le dites souvent. Oui, je le suis, oui. Je suis un garçon né au village. Toute mon enfance, je passais à
entre Kabe et Kamwanga, enfin, Bakwa Kanjinga chez moi, à Kawachibola, et en Bujumaï. Et je suis arrivé ici à Kinshasa, j'avais 14 ans. Comment j'ai grandi, moi? Je suis né là-bas, chez nous, au village, à 2 ans, oui, 2 ans, 3 ans. Mes parents, ma mère est partie à Chikapa parce qu'elle est des Chikapa. Parce qu'il faut vous rappeler que dans les années 60, il y avait l'immigration, ou l'exode, on peut le dire, entre les Kassaïens de l'Ouest et nous, de l'Est, on a eu des frictions créées par des Belges. Et donc, dans cet exode, mon grand-père avait pris ses enfants, mon père, les autres enfants, etc. Mon grand frère à moi, mon Moukania Richard, était né, lui, à Kananga. Et ils sont venus chez nous, où il n'y avait pas, en 1960, le Kassai oriental, Bujima et tout ça. C'est créé par Ngolo Mpanangila. Et moi, je suis né en 66, dans ce secteur-là. Et à 2 ans, 3 ans exactement, 69, 70, ma maman est repartie chez elle à Chikapa. Et je suis resté à Kabachipola avec mon grand-père, Chimpaka Kaninda, Pierre, avec ma grand-mère, qui est des Mopompa de la famille de Tshisekedi, tout ça. Et quand mon père, sa femme est partie, donc ma mère, chez elle, et 2 mois après, il est parti. Rejoindre sa femme pour récupérer sa femme parce qu'il aimait tellement sa femme qu'il ne voulait pas la laisser aller chez elle parce que voir sa famille, etc. Et je suis resté avec mon grand-père, très jeune, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il m'a appris ce qu'on appelle la philosophie de la vie. Moi, j'allais faire des pièges en brousse pour attraper les souris, pour attraper les oiseaux. Pour les jeux du village, quoi. Et moi, j'allais dans les rivières, à Telunda, à Moulenda, pêcher la sardine, les poissons. On allait faire des digues pour avoir des poissons, on va dire, des rivières. Et j'étais avec mes tantes qui m'apprenaient, on va dire, le B.A.B.A., la lecture, l'alphabet, les calculs. Ce qui fait que, dès que je suis entré en première année primaire, parce qu'il n'y avait pas la maternelle, j'étais déjà aux normes. D'accord. Plus qu'aux normes. Et ma vie, malheureusement, enfin, heureusement, n'a fait que de ça. J'étais un peu en avance par rapport à tous les jeunes. Vous étiez comment, enfin, dans votre enfance, au niveau comportemental à l'école? Un élève comment? Dérangeur, retranché, studieux? D'abord, j'étais comme... Je n'ai pas grandi avec mes 10 premières années. J'ai grandi avec mes grands-parents. J'étais un garçon, d'abord, timide. Ensuite, très curieux. C'est-à-dire que dans ma timidité, j'observais énormément. Je me rappelle même d'ailleurs des choses que j'ai fait ça à l'espoir aujourd'hui. Et ensuite, quand j'étais en classe, tellement que j'étais curieux, je lisais tout. Parfois, je lisais des trucs que je ne comprenais pas et j'apprenais à les comprendre vite. Et c'est pour ça que toute ma vie, on a toujours dit que j'étais sorcier. Le rapport sorcier? Oui, parce qu'on trouvait que j'étais trop éveillé. Pour cet âge-là? Je disais des choses des grands. Je parlais des choses, peut-être que mes amis, mais ne comprenaient pas. Enfin, je trouvais que j'étais en longueur d'avance. D'accord. Donc on me traitait des sorciers. Mais toi là, non, parce que moi je passais tout le temps avec mon grand-père. Lui il était clerc, il était avec des Belges, j'étais boy chez les Belges. Vers 1900, 1910, 1920, vous voyez, 1915, parce que mon père est né en 1928. Et mon grand-père était déjà parmi les gens qui mangeaient avec des Blancs. Vous voyez, à Forminière là-bas, à Chikapa. Et donc, il m'apprenait la vie moderne. Comment il faut être propre, il faut être ambitieux, il faut que les gens vous admirent. Et venant de ça, justement, alors quand vous grandissez avec ça, donc vous nous dites, vous écoutez quel genre de musique? Quand j'étais jeune... Oui, qui berçait votre enfance. Quand j'étais jeune, jusqu'à 10 ans, j'écoutais la musique traditionnelle de chez nous. Oui, parce qu'on jouait, là, quand il y a des fêtes, des deuils, tout ça.
Il y avait les Madimba, et Chikuna, je ne sais pas si tu peux te connaître, hein, c'est la musique traditionnelle des Kassaïens, du Kassaïen de chez nous. J'écoutais ça, et puis j'écoutais la radio. La radio, on captait beaucoup Radio Kinshasa, le TRT, mais on captait aussi Brazzaville, Africa numéro 1 à l'époque, La Voix de l'Amérique, RFI. L'amour de la radio, c'est tout jeune, c'est tout bébé. J'avais une petite radio. Quand mes piles s'épuisaient, je prenais des piles et je les reliais comme ça et j'ai collé ça derrière. Parce que ça ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Et on sortait des fils, on les mettait à l'intérieur. Ah, pour les connecter, ok. Alors, j'ai laissé mon oreille, comme je suis assez fineuse, on me dit que dès le jeune âge, vous disiez à l'époque, donc quand vous étiez encore au village, comme vous l'appelez, on va peut-être dire déjà à Mbujimaï, qu'un jour j'irai interviewer les Blancs. Est-ce vrai? Un jour je parcourrai le monde et j'interviewerai des Blancs. Oui. En fait, c'est pas que j'interviewais les Blancs. Moi j'avais de l'admiration pour les beaux. Et souvent, on avait des oncles il y avait un qui était le petit frère le chef coutumier de chez nous, Badi Banga, qui était en Italie, qui était parti étudier là-bas. Et quand il est revenu au village, il avait amené, il est passé par Paris, il avait amené des magazines à l'époque, Paris Match, Jeunes pour Jeunes, à nous, le Podium, des choses comme ça. Et surtout Paris Match. Je regardais dans ces magazines-là, qui étaient en noir et blanc à l'époque, les gens bien habillés. Classe. Bien habillés, avec de 3 pièces, dans des beaux salons. Moi, j'aimerais bien être comme ça. Alors, souvent, quand je disais ça à mes amis, tout ça, ils disaient, mais toi, tu rêves beaucoup, hein. Ça, c'est loin, ça c'est l'Europe. C'est comme au ciel, là-bas, c'est trop loin. Avec Kinshasa, vous n'avez même pas vu, mais ils voient plus loin. D'abord, Mbujimaï. C'est clair. Moi, je dis, moi, je serai comme ça. Comment tu vas faire? Et quand j'écoutais la radio, j'écoutais La Voix de l'Amérique. Il y avait une émission qui s'appelait Le téléphone sonne de Chancel. Et Chancel, pour moi, quand il parlait, c'était beau. Et alors, je me rappelle, quand j'arrive en Mbujimaï, chez mon oncle, qui était militaire, dans son quartier, à Bipemba là-bas, il y avait un blanc qui travaillait à la MIBA, qui s'appelait Jean-Marie. C'était lui le commandant de la brigade qui protège la MIBA, les blondos, on les appelait comme ça. Et il passait souvent dans nos quartiers là avec le cheval. Et lui, devant, avec sa fille qui était sur un autre cheval. Sa fille avec des cheveux blonds, des cheveux justes. D'accord. Et j'étais tellement admiratif, ces types-là. Quand les autres le poursuivaient, Jean-Marie, Jean-Marie. Et moi, j'étais là. Moi, je ne suivais pas. Je regardais comment il passait. Je dis, Dieu n'est pas juste. Hein. Regardez ce type, il est sur un cheval, sa belle fille bien, tout ça. Et nous, on est là, à Bipemba, dans des maisons en terre, tout ça. Et je suis rentré au village, et ça coïncidait avec... j'avais 9 ans. Ça coïncidait avec le baptême. À Kabekaman exactement. Il y avait Tchibang Tchichiko qui vient de partir, qui était passé là-bas pour le baptême. Et on nous a donné les carnets là pour remplir et choisir des noms des saints. Et moi, j'ai regardé les saints, Paul, Saint-Paul, Mahamad, tout ça. Jean-Marie. Incroyable. Et quand on a donné au proposé, là, il dit, mais Jean-Marie, c'est pas un nom de saint. Il dit, oui, mais moi, je vais m'appeler Jean-Marie. Et oui, d'accord, Jean-Marie. Et Jean-Marie, c'est en fonction de ces blancs-là. Il s'appelait ainsi? Il s'appelait Jean-Marie. D'accord, ok. Les chefs des blondos, là. Je l'ai rencontré ici à Kinshasa parce qu'il est mort il y a 2 ans. Oui. Et je lui ai dit, je suis Jean-Marie à cause. Sa fille est devenue une de mes meilleures amies ici, je la croise beaucoup. Et j'ai toujours... Ma vie a été toujours ça. C'est-à-dire que je n'aime pas des gens qui vivent la même chose tout le temps et qui n'ont pas envie de changer pour devenir mieux. Et ma mère disait toujours, voilà, j'ai tout le temps avec ma mère, voilà, ma mère est là. On voit les photos. Voilà. Le meilleur pour mon fils.
Et moi, chaque jour, quand je me promène, je me réveille, voilà, c'est avec ça. Vous arrivez à Kinshasa, comment, pourquoi, par quelles circonstances? En fait, quand j'arrive à Mbuji-Mayi, j'ai fait mes études secondaires là-bas. À Djibo-Diabo-Kana, il y a l'Institut d'Isanka. J'ai habité chez mon oncle, qui travaillait, un agent de la MIBA, qui était retraité. Ensuite, quand j'arrive en 5e année, mon père me dit, non, toi, il faut que tu continues, tu es à l'université à Kinshasa. Okay. Je dis, moi, je suis encore jeune. Il dit, non, il faut que tu ailles là-bas. J'avais 13 ans, à peu près. Et ma mère me paye les billets. Okay. Je prends Air Zahir, seul. Et je me rappelle, dans cet avion, il y avait Kalonji Tunga et tout ça. Lui, il était en business devant moi. Moi, j'étais juste les chaises derrière. Et tu sais que j'avais constaté, dans l'avion, il faisait froid. Je suis arrivé à Kingasani, chez ma tante. Et je me suis inscrit à l'école, ici. Mais j'avais comme... Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais déçu. Pourquoi? Parce que le Kinshasa, là, que nous, on voyait à la télévision, à la TNC, en noir et blanc, et tout ça, c'était de l'époque, c'était Kinshasa des institutions, la capitale, Kinshasa, on appelait ça. C'est comme un jardin. Quand les gens sont à Kinshasa, ils ont la peau. Et les infos bien différentes. Et je suis arrivé, je vois Kinshasa, il est plein de sable. Oui, surtout Kinshasa, à l'époque, j'imagine. Ensuite, on m'avait donné des lettres à donner aux gens de chez nous qui vivent à Kinshasa. Et on va à Matongé, en Binza. Je vois il y a des routes qui sont déjà cassées. Les gens habitent dans des petites maisons. C'est insalubre. J'ai demandé d'aller pisser. Je suis passé derrière la maison. J'ai trouvé des gens en train de se laver dans des petites kikos. Oui, les kikos. Enfin, c'est ça Kinshasa. Il y a trop de bruit partout. Et bon, j'ai dit, voilà, moi, vraiment, je ne veux pas penser vivre ici. Et c'est quand je suis avec Kinshasa, je me suis inscrit. J'avais fait des études scientifiques, c'est humanité scientifique. Je me suis présenté à l'examen d'État, dissertation, magnifique, 85%, et j'ai eu mon diplôme. Mais comme j'avais j'étais de la mauvaise province, on ne m'a pas donné la bourse. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères, c'est là-bas où on donne la bourse. Chaque fois que j'arrivais, on me demandait région d'origine. Je dis Kassai oriental. Venez demain. Parce qu'à l'époque, c'était la période de Tshisekedi. 78, ils ont fait les 52 pages, là, 13 parlementaires. Ensuite, il y a eu Katekala 1980. Donc, il y a eu énormément de problèmes avec les Kassaïens et tout. Alors, j'ai raté la bourse. Et c'est là mon frère m'a dit, tu ne peux pas rester là-bas, il faut que tu viennes en Europe. Ok. Et vous débarquez? J'ai pris mon diplôme, je suis arrivé à Bruxelles avec un visa d'étudiant. Non, pas d'étudiant, des touristes. Et vous aviez quel âge? 14 ans. Ok. Et je suis arrivé chez son ami, Kadima Chambouyi. Quand j'arrivais à Zaventem, j'ai pris les taxis. C'était vers 19h. Et les taxis m'ont conduit à l'adresse qu'on m'avait donnée. Je suis arrivé chez Kadima Chambouyi. Premier choc, il faisait très froid. Deuxième choc, j'ai vu plein de lumières partout. Est-ce que ça correspondait plus visuellement à ce que vous attendiez? Oui. Contrairement en tout cas, Bruxelles, la nuit, magnifique. Et ça nous changeait parce que là, ce qui m'a choqué en premier, c'est que le taximan m'a ouvert la porte. Il a pris mon petit sac, il l'a mis dans le coffre, il a ouvert la porte. Une grosse Mercedes, parce que chez nous, les Mercedes descendent à l'époque, c'était les Mercedes ministérielles. Et je vois si je montais sur cette voiture, j'étais un gamin, un vieux papa qui m'ouvre la porte, blanc. Oui, surtout. Et il m'amène chez Kadima Chambouyi, très bien accueilli, etc. J'ai fait 3 tentatives pour entrer en France, clandestinement, on m'a arrêté à la frontière. Ok. On m'a renvoyé toujours en Belgique parce que je n'avais pas les visas de France. Et mon frère est venu me chercher à Bruxelles et puis par TGV, on est arrivé à Paris. Quel était votre objectif au coin de la tête? En tout cas, l'objectif, c'était les études. Moi, dans ma vie, s'il y a 2 choses que j'ai toujours voulu faire, c'est apprendre. Apprendre
à être excellent dans ce que j'essaie, dans ce que je fais, et d'aller le plus loin possible. Mon père était infirmier, chef infirmier, ma mère aussi, et mon père me disait toujours, il faut que tu sois 4 fois plus instruit que moi. Allez, j'en ai fait 5 fois. Et c'est que cet élément motivateur, ça veut dire qu'au-delà de l'instruction, au-delà de vouloir apprendre, vous étudiez, vous grandissez où finalement, du coup, de ces 15 ans jusqu'à... Alors, quand je suis arrivé en France, on était à Boulogne-Billancourt, chez mon frère, Marcel Samba. Bien, je travaillais. Pour ceux qui connaissent, oui, Marcel Samba, j'ai grandi là. Je suis allé m'inscrire à la Sorbonne, à la fac d'économie. J'ai fait un test parce que j'ai fait les équivalences, parce qu'on n'acceptait pas les diplômes d'État du Zaïre. Et comme je n'étais pas boursier, les études en France, il faut payer la bibliothèque, il faut manger. Si tu es à la Sorbonne, c'est vraiment intensif. C'est clair. Donc, au bout de quelques mois, je ne tenais pas parce que je ne voulais pas déranger mon frère tout le temps. J'ai arrêté à la Sorbonne. Je suis allé à l'IEC, à Javel, métro Javel, dans le 15e arrondissement. L'Institut supérieur de commerce, où j'ai fait BTS Action commerciale. Ensuite, je suis allé à Levallois-Perret, à la fac à l'ISERP, faculté des sciences de communication, où j'ai fait maîtrise, d'abord licence, ensuite maîtrise, et je suis allé au CELSA. CELSA, c'est la Sorbonne, Paris 1, à Neuilly, où j'ai fait là-bas un 2A. Et je suis revenu parce que parallèlement, j'allais à l'école, j'étudiais. J'ai arrêté pendant 2 ans où j'étudiais, enfin j'ai travaillé seulement. Ensuite, je suis allé à Londres, dans les cadres toujours de la fac des communications, pour aller faire échange de programmes, on appelle ça, avec Watford College, à Londres. Un peu comme Erasmus. Voilà. Donc j'ai fait là-bas 8 mois à Londres, où j'ai fait les études de relations publiques, communication et communication stratégique. Puis je suis rentré à Paris, continué à travailler d'abord chez Schlumberger. Ensuite, j'ai été débauché à la Société Générale, où j'étais chercher des comptes. J'ai parcouru toute la France. Il y avait une société qui faisait de l'externalisation des comptes de la Société Générale pour les grands comptes, qui s'appelait Aerophone, où j'ai été responsable d'équipe. On était porte-maillot et j'étais le responsable qui s'occupait des grands comptes pour la Société Générale sur l'ensemble du pays. Donc, et là, Jean-Marie Kassamba avait déjà oublié dans sa tête le rêve de journaliste ou... Non, je faisais des choses parallèlement. Moi, quand je travaillais à la banque ou dans l'industrie, c'était du matin au soir. Et les soirs, depuis 1989 déjà, il y avait une première radio à Paris qui s'appelait Radio Tabala. Pierre Picard, dans le 18e arrondissement, pour les gens qui connaissent Mestro Barbès. Qui ne connaît pas, qui suit Château-Rouge. Voilà, Château-Rouge un peu plus haut, en bas, vers métro Rochechouart, Barbès Rochechouart. Et donc là, il y avait 2 Congolais qui travaillaient là-bas, Jean-Pierre Loubaya et Jules Kidinda, qui est ici aujourd'hui à RTGA. Et moi, j'étais étudiant à la cité universitaire de Rony-sous-Bois, et je les écoutais. Et je suis allé là-bas, je leur ai dit, ça vous dirait que je vienne faire un peu des analyses, parce que moi j'adore faire des analyses. Oui, mais... Alors la première fois que je suis allé à la Radio Tabala, Jean-Claude Courant, qui était l'éditeur, elle a trouvé ma voix ne passait pas du tout, il m'a coupé, ma mission ne venait pas, votre voix ne passe pas. Et je suis allé chez moi, je me suis acheté un petit mixeur, le micro, et j'ai commencé à m'enregistrer et à m'exercer. Et c'est là que le virus m'a pris. Un peu comme un déclic, bon, le virus. Je suis allé au CFJ, consolidant encore ma formation en journalisme. Tout ce que j'ai fait par ailleurs en termes de communication, c'était consolider ma formation en journalisme, en communication, etc. Mais j'étais banquier. Si vous demandez à Kofi Olomide, moi, il m'appelait banquier. Parce que quand il venait en France, moi, j'étais à la Société Générale, j'étais à la banque. Voilà.
Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez quand JMK dans Today ou encore au fauteuil blanc, ça donne ça. À tout de suite. Toutes ces questions seront évoquées aujourd'hui par des journalistes, oui, et chevronnés de la RDC qui sont déjà en place, mais également le directeur général qui est notre invité du jour, que je vous demande d'applaudir et surtout de recevoir sur ce plateau, oui, avec vos applaudissements si vous voulez bien. L'ADG Bidengue qui doit nous rejoindre dans quelques instants. Oui, continuez à applaudir. Alors, je vais être sûr que tout va bien. Je vais bien. Si vous voulez un verre d'eau, on vous le cherche. Quand j'en aurai besoin, je demanderai. Merci beaucoup. Alors, ici, à Télé 50, nous avons l'habitude de nous intéresser un tout petit peu à nos invités. C'est-à-dire, on dresse leur portrait pour que ceux qui nous suivent s'imprègnent, prennent connaissance de celui qui est notre invité du jour. De retour, mes chers téléspectateurs, nous sommes dans mon parcours, cette deuxième partie. Président Jean-Marie Kassamba, j'espère que vous êtes à l'aise. Malgré que vous êtes chez vous, mais c'est quand même moi qui reçois. Bon, c'est pas moche quand même, sûrement. Non, non, c'est très vous. Comment ça, c'est très moi? C'est-à-dire très vous. Je suis un peu rococo. Je suis né au XVIIe siècle. Par contre, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art africaines. Oui, je suis très africain. Vous voyez ça, c'est... J'ai amené ça du Burkina Faso. C'est les talons de Yenenga. Juste la tête. Ben vous avez... Ça, c'est Liolo, qui est mort. Oui. Ah, une très belle œuvre. Oui, Liolo. C'est l'ange de Liolo. Ça fait mannequin, ça fait Liolo. Ça, c'est un peu italien. Je vous dis, oui, après, il y a un mélange un peu de tout quand même. Oui, je suis né aussi au 19e siècle. Ça, c'est ma famille. Voilà, il y a des défenses d'éléphants, de léopards, le totem de chef coutumier que je suis. Enfin, je suis un homme simple. Oui, ça c'est ça. Je reste africain. Jean-Marie, beaucoup rêvent de l'Europe, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Pouvez-vous aujourd'hui leur parler, si vous aurez un message, est-ce que c'est vraiment l'Eldorado? Non. L'Europe, c'est pas l'Eldorado du tout. Vous savez, quand nous, on avait quitté les Zaïre de l'époque, c'était parce qu'il y avait de l'adversité, parce que depuis les années 80, c'était déjà foutu. En 78, déjà, quand Mobutu écrivait avec plutôt Tshisekedi et les autres qui avaient leurs lettres à Mobutu, lisaient seulement cette lettre. Vous sentez que c'était nul, tout était par terre. Et même Ngous Garlibond, lorsqu'il écrivait Mobutu, l'incarnation du mal, ou quand Blumenthal était venu, c'est pour gérer la Banque centrale à notre place, c'était déjà... Moi, la première dévaluation du Zaïre monnaie, c'est en 1980. Donc, les gens qui disent on était bien à l'époque de Mobutu, ils mentent. Parce que Mobutu, c'était bien quand il a trouvé le patrimoine laissé par les Belges, 65, 70, 72. Les gens étaient impeccables parce qu'il y avait tout ce que les Belges avaient laissé. Mais quand il a zarianisé en 74, tout est parti. Et jusqu'à ce qu'il soit parti, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Et ceux qui sont venus derrière, d'abord de 80 à 90, il n'y avait plus rien encore. Ils se sont partagés les pouvoirs avec ses amis, etc. Et puis en 90, comment dire, démocratisation, mais c'était l'ouverture, on va dire, de la Bérésina, ça ne fonctionnait plus, pillage, 90, 91, jusqu'en 97, quand Mouzé arrive, on voulait mettre un peu de l'ordre, on a tué 2 ans plus tard, en 2001, Joseph Kabila prend le pouvoir et il s'est mis à tout reconstruire avec beaucoup de difficultés. Il a fait ce qu'il pouvait pour redonner un peu, je dirais, le semblant à ce pays. Et Félix Séguier est arrivé, il a trouvé un pays qui était assis. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire lui aussi. Alors justement, quand vous dites ça, donc ce n'est pas l'Eldorado du tout. Nous, nous sommes partis là-bas parce qu'on a laissé tout ceci derrière. Et c'est pour ça qu'on était hargneux, on était déterminés à arracher des diplômes, à arracher de la formation, à arracher un peu de métier. Et moi, j'étais triste de trouver qu'il y avait plein de mes compatriotes là-bas qui faisaient les cailloux, les jobs, qui volaient dans des magasins. Les femmes se teignaient la peau. C'est ça. Les gens souvent vous reprochent ça. Quoi? Comme ça tombe bien, comme ça, on va en entrer directement. Oui? Les gens vous reprochent ça
d'avoir un discours des fois un peu enfin, Mais dénigré. Je ne dénigre pas, je suis... Même quand j'étais en Europe, je leur disais la même chose. Je leur disais, profitez de votre séjour ici pour repartir avec un peu quelque chose. Mais vous savez, quand papa me disait la chanson Proclamation, quand vous venez en Europe, vous faites les cailloux, vous achetez des habits, et puis vous attendez les vacances pour venir à Kinshasa, montrer que vous êtes sapeur, etc. Alors qu'en Europe, proclamation. Vous rentrez là-bas, eh bien... Il faut retrouver un métro boulot dodo. Oui, métro boulot dodo, et surtout que vous avez l'argent que vous avez volé, peut-être on vous cherche pour vous arrêter, ou vous avez pris un crédit. Il n'y a pas que des voleurs en Europe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que des voleurs. La majorité de nos compatriotes, soit sont au chômage, soit font des petits boulots. C'est la vérité. Maintenant, ceux qui se sont bien débrouillés, qui arrivent à avoir un métier stable, ils sont minoritaires et ils se cachent. On a laissé la représentativité des Congolais, pas, excusez-moi du terme, les farfelus. Les Congolais n'est pas synonyme de ce que vous voyez, ce que vous appelez combattants, ce que vous appelez les gens qui insultent, vous appelez les gens qui ne parlent même pas ni l'anglais, ni correctement le français. C'est pas ça, les Congolais. Ceux qui sont bien, ils se cachent. Les médecins, les ingénieurs, les cadres. Mais selon vous, c'est dû à quoi? Parce que... Pas ceux qui se cachent, c'est dû à quoi cette mentalité-là? Voilà. À qui la faute? Parce que c'est le manque d'ambition. C'est parce que comment voulez-vous que les Sénégalais soient meilleurs que nous? Comment voulez-vous que les Gabonais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Tchadiens c'est peut-être par rapport travaillent dans les entreprises, ils sont même... Regardez, tous les gouvernements français qui se sont succédés, vous avez déjà vu un seul Congolais qui est devenu, excusez-moi du terme, ou vice-ministre, ou maire. Peut-être... Pardon? Il y a une femme qui est arrivée juste à ces niveaux de poste quand même. Comment ça s'appelle? La dame Moutchébélé, si je ne me trompe pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas 5. Mais en France, il y a eu Kofi Niam, il y a eu... Je peux vous en citer plein. Moi, je connais d'autres pays. Il y a des Sénégalais qui sont dans des conseils régionaux, dans des grandes entreprises. Bon, je ne dis pas que les Congolais, il n'y en a pas. Il y en a un peu qui se sont cachés. Moi, mon frère, quand je suis arrivé en France, il travaillait chez Bull, il travaillait chez Thomson, cadre supérieur, etc. Et il y en a mais ils sont minoritaires et ils se cachent. Moi, ce que je veux, qu'on ait un peu plus d'ambition. Il faut que nos enfants soient un peu plus universitaires et cadres. Expliquez-moi pourquoi les enfants des Congolais, en grande majorité, ils sont que bac plus 2 maximum. Où ils font des petits jobs dans les fast-food, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas vu de l'ambition à la maison. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alors, les enfants d'immigrés, comme vous... Enfin, de ce qu'on peut parler, des parents qui dire ça, c'est pas que je suis méchant. Non, c'est pas péjoratif. Dire ça, c'est pas... Non, je ne suis pas en train de dénigrer. Je tire la sonnette d'alarme pour qu'il y ait de l'ambition et de la pertinence. Regardez, première vague des diasporas qui est venue à l'époque de musée. On a appelé ça ici diasporie. Première vague. Deuxième vague, quand moi je suis arrivé ici, avec Joseph Kabila. Pas très réduisant. Kabila n'en a pas beaucoup utilisé de la diaspora. Un tout petit peu. Il a mixé les gens qui étaient avec son père, un peu les boboutistes, un peu mixé. Troisième vague, l'actuelle de la diaspora, qui est effectivement avec Félix Tshisekedi à Bruxelles, quand il allait au Canada, un peu en Afrique du Sud. C'est eux qui sont là, en majorité. Quel spectacle! Là, vous parlez à partir d'ici. J'ai dit maintenant, maintenant. Alors, c'était eux qui devaient être l'expertise avérée auprès de Tshisekedi. Expertise avérée. Ceux qui étaient au Canada, en Belgique, aux États-Unis. Regardez les spectacles que ça donne. Même les militants ici, des l'IDPS ou des gens de Kinshasa ici, se moquent d'eux, se moquent de nous. Si vous voulez que je m'inclue maintenant, de la diaspora. Moi, je suis diaspora honoraire. On y reviendra puisque de toute façon, je suis... Alors, quand je dis ceci, il ne faut pas qu'on donne ce spectacle. La plupart de ceux qui donnent
le mauvais résultat aujourd'hui était au Canada, était en Belgique, était en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, beaucoup ici prennent l'argent au lieu de construire même ici, avoir des appartements ici. Western Union, quelqu'un qui est à Montréal ou à Paris, dont le train de vie est connu des services sociaux, vous venez à Kinshasa, au bout de 6 mois, on voit chez vous les grands placements, votre femme qui était aux acédiques commence à rouler carrosse dans la ville. Et souvent que les voisins ne vous connaissent pas. Ils vous voient. Et on pose la question, il fait quoi comme travail? Conseiller à Kinshasa. On paye combien à un conseiller? Pourquoi c'est dans une période, pourquoi c'est dans la période où vous en avez parlé? Vous avez dit, pendant que Joseph Kabila, sans réellement faire de politique, loin de là, pendant la période de ses 18 ans de règne, on va dire, c'est cette période-là où il y a eu le plus de gens qui ont quitté le pays. Pendant que lui essayait de reconstruire le pays, comme vous le dites. Faux. Je peux le prouver. Allez-y, allons-y. Je peux le prouver. L'émigration ou l'émigration des Zaïrois a pris une vitesse de croisière dans les années, d'abord dans les années 80, mais plus dans les années 90. Pourquoi? Parce que dans les années 80, il y avait un peu encore le reliquat des Belges. Il y avait encore un peu quelques entreprises qui fonctionnaient. Et donc, les gens étaient encore là. Ceux qui partaient, c'était des fonctionnaires qui partaient en recyclage, en formation, et qui fuyaient dans les années 80, qui restaient là-bas. Dans les années 90, lorsqu'il y a eu le pillage, premier pillage, on a rasé les tissus économiques ici. Doublé de deuxième pillage, 91-92, le chômage est entré. Il n'y avait plus rien à espérer. Et c'est de là que si vous regardez, posez des questions aujourd'hui à tous ceux qui sont dans la diaspora, deuxième génération, ils vont vous dire que nous, on est en Europe, on est aux États-Unis. Dans les années 90, quand il y a eu l'immigration, par exemple, quand il y a eu les problèmes entre Kassaïens et Katangais, la majorité des médecins que vous trouvez en Afrique du Sud, ce sont les Kassaïens qui ont quitté le Katanga. Et donc, les années 90, c'est la grande période où il y a eu beaucoup de sorties. Quand les Kabyles arrivent en 97, il y a eu le retour. Avec un espoir? Oui. Et quand on tue Kabila père en 2000, enfin janvier 2001, il y a eu la guerre maintenant. Il y a une partie des gens de l'Est, parce qu'il y avait la guerre là-bas, qui sont partis à l'extérieur, fuyant la guerre. Une partie des zones où il y était la guerre sont partis également. Mais quand Kabila, fils, reprend le pouvoir, ou prend le pouvoir en 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, c'était pendant la période de transition. Il y avait beaucoup de Congolais sont revenus, qui étaient dans l'opposition avec des Zaïre, les gens de Mobutu sont revenus, ils étaient avec Jean-Pierre Bemba, d'autres sont... Encore avec un espoir? Oui. Et l'État a été reconstruit en 2006, nouvelle constitution, premier mandat de Kabila, jusqu'en 2010, on ne parlait plus des gens qui partaient, bien au contraire. L'argent qui était ici, allait en Europe. Jean-Marie Kassamba. Et les gens sont partis, ont commencé à fuir 2015-2016, parce que il y a eu la guerre contre Kabila. Il y a eu ce qu'on appelle le Congo bashing. Et les gens avaient peur. Peut-être ça va péter, peut-être il y aura la guerre. Etc. Donc les gens ont eu peur, ont voulu maintenant aller sauver. Beaucoup d'officiels ont envoyé leurs enfants, leurs femmes, etc. Pour les sécuriser. Pour les sécuriser. Donc ils n'ont pas fui le pays parce que le pays était détruit. Ils ont fui l'insécurité. Aujourd'hui, les gens sont en train de partir parce que l'économie, ça ne fonctionne pas. D'abord l'économie. Quel a été l'élément déclencheur, puisqu'on y reviendra, quel a été l'élément déclencheur qui vous pousse à rentrer au pays, vous qui êtes? Bon, moi j'étais bien, je travaillais à la Société Générale, j'étais directeur à Télésud, j'étais enseignant, tout fonctionnait pour moi. Alors quand Joseph Kabila arrive, 2001,
Il passe par Paris, notre ambassadeur d'alors, comment il s'appelait, Edi Angoulou, et me dit la veille qu'il y a notre nouveau président, il va venir en France. Il t'aime beaucoup quand il était voir à Télé Sud et tout ça. Il t'écoute même sur RFI parce que je faisais les nouvelles du milieu avec Claudicia. Il aimerait bien te voir. Alors on m'amène au Bourget, je m'aligne comme tout le monde. Et quand Joseph Kabila était en train de saluer les gens, il arrive à mon numéro et il me salue. Ah, Monsieur Jean-Marie, oui, c'est bon. J'aime beaucoup ce que tu fais. Il faut me suivre à l'hôtel. Et on est parti à opportunité. Oui, opportunité. Ah oui, que vous saisissez d'ailleurs. Oui, et je suis parti à l'hôtel. On m'a bloqué, comme d'habitude. Je ne l'ai pas vu dans la journée. Ah, donc les mauvaises habitudes durent depuis. Voilà, là, je me suis énervé, je suis rentré chez moi. Et vers 19h, 20h, il dit on m'a appelé, non mais le président vous cherche et tout ça. Je suis revenu. Et quand je suis rentré dans sa suite, il était debout. Il m'a salué, on s'est assis. Et il m'a dit il faut rentrer au pays. J'ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, ma vie ici, et puis la manière dont vous travaillez là-bas, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que j'étais revenu un an avant, en 2000, pour enterrer ma mère. Et c'était à l'époque de musée. J'avais vu que tout ce que vous avez vu ne vous plaisait pas. Et il a insisté. Il m'a donné son numéro de téléphone, son adresse mail. On a échangé, etc. Et puis, jusqu'à ce qu'il m'a convaincu, après 3 ou 4 rencontres, de revenir. Et je suis revenu. Et vous êtes rentré. Selon vous, aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, puisque cette époque était... Quel a été votre rapport auprès de JKK? Auprès du pays d'abord. Non, ma question c'est... JKK m'a adopté. On s'est adopté. Ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est un grand Congolais. Je lui ai toujours dit, je ne veux pas de nomination. Parce que la manière de faire, de fonctionner les Congolais, ça ne me plaît pas trop. Et il m'a laissé faire ce que je sais faire. De la communication, de la stratégie. Et de montrer, d'expliquer aux Congolais ce qu'il faisait comme travail. Les 5 chantiers, la révolution de la modernité. Et sa vision, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour le pays. Qu'est-ce que vous appréciez dans sa vision? C'est quoi que vous avez séduit pour y adhérer? Le nationalisme, l'amour du pays. C'est quelqu'un qui a travaillé et qui continue d'ailleurs de travailler sans compter. Ni sa santé, ni sa vie, ni les risques. Joseph Kabila est un homme qui vit à risque. Il a le fusil comme ça sur la tempe, tout le temps. Mais il le fait comme si tout fonctionne correctement. C'est quelqu'un qui aime foncièrement ce pays. La stabilité du pays, l'ambition. Voilà quelqu'un qui a ce qu'on appelle une grande ambition. Quand il dit j'ai la passion pour le Congo, ce n'est pas des mots vains comme ça. Et moi, j'adore ça. Moi, j'aime des choses, j'aime voir grand. Quand Joseph Kabila... il transforme les avenues de Kinshasa. Boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, Sendoué. Il élargit. Boulevard Triomphal. Il voit les choses en grand. Quand vous parcourez le monde... Et ça, j'aime beaucoup. Vous aimez... Ah oui, d'ailleurs, vous aimez la grandeur. Vous partez dans d'autres pays d'Afrique. Vous avez quand même un bilan que vous pouvez dresser. Quand vous comparez à l'époque où il était encore enseignant, vous ne vous dites pas qu'il y a eu des choses qu'il aurait peut-être pu... faire et qu'il n'a pas fait. On a toujours rien des que quand choses, vous comparez avec les autres pays africains. On a des choses qu'on peut toujours faire, mais encore faut-il le faire dans les conditions de sécurité, dans les conditions d'accompagnement, dans les conditions économiques. Il faut quand même se rappeler ce que les Kabyles ont trouvé ici. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À la Banque centrale, il n'y avait rien. L'économie était par terre, les entreprises ne fonctionnaient pas. Mais il a laissé lui autre chose. Ensuite, il faut avoir des Congolais pour faire ce travail-là. Un président ne fait pas tout seul. C'est pour ça que j'ai dit que Félix Tshisekedi, il a des soucis parce qu'il n'a pas de gens convaincus et sur le plan technique outillés pour mettre tout ceci à contribution. Et Kabila a eu malheureusement beaucoup de jouisseurs. Beaucoup de gens, lui-même l'a dit, qu'il n'en avait pas 15. Et à l'époque, quand il le disait, les gens pensaient que c'était une citation pessimiste. Non. Parce qu'il voyait au jour le jour comment les gens fonctionnaient. Jean-Marie Kassamba vu... Et regardez comment ils se sont comportés. À peine il fait la transmission même pacifique du pouvoir. Vous étiez content de ce jour-là?
très content. J'étais ému et content. Ému de voir mon ami, mon frère, un compatriote à moi, avec lequel je passe le plus clair des temps, on partage beaucoup, transmettre le pouvoir à mon frère de sang, de chez moi. Et je restais là, entre les deux. Comme je dis, je suis entre les deux. Toujours entre les deux. Et j'aime bien. D'accord. Je ne changerai pas. J'aime les deux. Et quand les gens maintenant de la diaspora, cette diaspora d'où vous venez aussi, d'où vous êtes passé, on va dire. Oui. Calomnie. Qui? Non, dites de Jean-Marie Kassamba, c'est un traître. Vous ne me dites pas que vous l'avez jamais entendu. Traître? Oui, des fois il oublie d'où on vient, il oublie ce qui... J'oublie qui? J'ai trahi qui? J'ai trahi la diaspora ou j'ai trahi, si vous voulez dire les choses clairement, les Kassaïens? Dans tous les deux cas. J'ai trahi personne. D'abord, quand je suis allé en Europe, je n'étais pas accompagné par quelqu'un. J'ai quitté mais quand ici, on rentre ici, on nous appelle toujours on vous appellera toujours le... D'abord, quand je suis parti là-bas, je suis parti seul. C'est mon frère. Je suis reconnaissant envers ma famille, mon frère, que j'aime beaucoup, qui est toujours à Paris. Et quand j'étais en Europe, je suis un self-made man. Je suis allé à l'école, j'ai travaillé, je me suis débrouillé, comme on dit, pour m'en sortir. Beaucoup qui disent, oui, on était ensemble ici. Certains, pour ne pas dire rares, connaissent là où j'habitais. Rares étaient mes amis avec lesquels on mangeait tous les jours. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup évolué dans les milieux congolais. Les Congolais me connaissent à la télé. À Télé Sud, m'écoutaient à la radio, Radio France Internationale. Mais vous voyez, quand je présentais des spectacles, à l'Olympia, au Zénith... Des fois, dans certains clips... Oui, que j'ai produit. Oui, mais il y avait le clip de Bakala Diakouba. J'ai produit 5 albums. Menteur, avec Maman. J'ai produit l'album Bakala Diakouba avec son disque à l'époque. J'ai produit Malou de Chalamona avec Claude Machala qui était passé de passage à Paris. J'ai produit Madilou. Ça ne vous a jamais dérangé de passer dans ces clips? Non, c'est moi qui produit et qui joue. C'est comme Ronald Reagan, il a fait les films de western. C'est comme Bill Clinton, on l'a vu dans certaines apparitions. C'est comme Barack Obama, on le voit dans... moi, je suis un homme de communication. C'est ça que j'aime bien, le mot communication. Président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise. Oui. C'est jamais anodin, hein. Jean-Marie Kassamba, vous êtes toujours là où on cherche de l'ordre, de la rigueur, comme on l'avait dit au départ. L'UNPC. Pourquoi dans cette vie? Pourquoi? Parce que quand je suis venu ici, j'ai créé Fauteuil Blanc. Et les gens ont beaucoup aimé. J'ai fait Télé 50, les gens ont beaucoup apprécié. Et ils sont venus me chercher. Mais venez encadrer les journalistes pour faire ce que vous faites là. Parce que nous, on aime ce que vous faites. J'ai accepté, j'ai été élu, 80%. Ensuite, j'ai essayé de réformer. C'est pas facile, les journalistes de Kinshasa. C'est tout autre chose. Oui. Je continue d'ailleurs. J'ai été réélu. Vous avez été réélu à Safari Beach, encore. Comme la grandeur, les grands choses. J'aimerais bien rappeler qu'un journaliste, pour ceux qui ne le savent pas, est une personne qui recueille ou recherche, vérifie et écrit, puis distribue des informations sur tout type de support média. Mission traditionnelle. Exactement. Alors ici, qui a le droit d'être appelé journaliste, selon Jean-Marie Kassamba? Alors, on vient de faire les états généraux de la presse ici à Kinshasa, ça s'est terminé il y a quelques jours. On a redéfini les textes pour dire que désormais, on va encore rappeler cela. Un journaliste, d'abord, c'est lui qui a fait des bonnes études dans le secteur du journalisme, de la communication, mais il peut venir d'autres secteurs. Il doit faire un stage de 2 ans s'il vient d'autres secteurs, 1 an lorsqu'il vient de l'école du journalisme. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit maîtriser l'éthique et la déontologie professionnelle, qui doit avoir la technique journalistique, qui doit avoir une certaine probité morale. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit être... C'est un chercheur. C'est quelqu'un qui est curieux. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, journalistes, notamment sur le web. Énormément. Ça vous fait mal à l'oreille quand vous entendez quelqu'un qui prône comme ça, je suis journaliste. Alors, journaliste... Je suis choqué. Quand je vois tout ce que moi j'ai fait depuis 1988, depuis Paris, j'avais tout mon temps. Je vais au CEF, j'ai lu, quand j'ai vu... Vous savez, quand je suis arrivé en Europe, la première chose que j'ai faite, je suis allé à Radio France Internationale
pour voir Anne-Marie Capron-Macho, pour voir à l'époque Jean-Karim Fall. Ces gens-là, je les admirais. Ok. Jacques Chancel. Mon mentor, c'est Patrick Poivre d'Arvor. PPDA. Oui. Et Bruno Mazur. Bruno Mazur est venu jusqu'à Montreuil, là où j'étais. On a fait une émission là-bas. Les jeunes ici, Juan Gomez, quand il commençait avec son émission sur RFI, je l'ai encore invité là-bas. Voilà ma génération, c'est Alain Foucault. Voilà. Moi, j'ai gardé. Mais il y a des gens aujourd'hui, il n'a aucun talent. Pour faire les journalistes, il faut avoir du talent. Il faut bien parler. Il faut bien présenter. Il faut aussi être présentable. Bien évidemment. Mais il y a des gens qui n'ont aucun talent. Et bien qui font concurrence à ceux qui ont fait les études. Quelqu'un comme vous, qui a été à l'école, qui a travaillé, qui présente bien. Excusez-moi du terme, il est moche ou elle est moche, elle ne parle pas bien, elle est rafistole. Et se dit journaliste. Et puis il fait confrère, Banakin, Banabraza, Mingarolo Bezate, Minomoro Boyebi. Toyebinin. À qui vous en voulez quand vous dites ça? À qui vous en voulez quand vous les entendez? Mais c'est qui mélange. C'est qui mélange. Vous mélangez et les Français, et les Lingala. Et il dit souvent, non, non, c'est pour la bonne compréhension de tout le monde. Enfin, mais quand les gens écoutent RFI, ils n'écoutent pas en Lingala français. Quand ils écoutent RTBF, au CNN, c'est ça que je suis en train d'apprendre aux journalistes de Kinshasa. Et je suis fier d'avoir créé une génération, la génération GMK, aujourd'hui. Vous aimez les jeunes gens. Oui, mais je suis fier. Oui. Vous voyez les jeunes comme Ladi Londo, les Beledou, les Izuba, les Serge Kabongo. Oui, c'est mon jeune frère que j'aime beaucoup. Il est resté à Paris. C'est un garçon qui est beaucoup respectueux. Célèbre journaliste. Oui. Oui, il est célèbre dans son genre. Il est un peu comme ça. Hein, c'est un peu tendance. Voilà. S'il était là, il allait me dire, mon vieux, oh, bêtise Anine. Yamamoto. Voilà. Il aime ça. Il aime décortiquer de la tête aux pieds. Voilà. Mais c'est un style. Moi, j'aime ça. Le beau et le bien. J'ai une génération comme ça. Des gens qui sont devenus chefs d'entreprise, qui créent leurs émissions, qui créent leurs sites en ligne, et puis qui gagnent leur vie grâce au métier. À ça. Le rôle de l'UNPC en quelques mots. Encadrement. Autorégulation. Et on va être encore extrêmement dur. La carte de presse 2022-2023, eh ben, il faut se réveiller tôt. C'est-à-dire, expliquez-nous parce que... Eh ben, il faut désormais faire des bonnes études et que votre rédaction vous recommande. Ensuite, si vous vous comportez mal, vous insultez les gens, les fake news, etc., convoquez à la commission des disciplines et si vous êtes sanctionné, ça va être compliqué de vous reprendre. Donc, ceux qui jouent aux aventuriers, vous savez à quoi vous êtes. Et je vais veiller à ça. Quelle est la différence entre un chroniqueur et un journaliste? Que les gens sachent. Très simple. Comme le nom l'indique, le chroniqueur, il relate, il présente une chronique spécialisée dans un domaine donné. La santé, la sécurité, les finances, etc. La musique. La musique. En fait, il y a un terme générique ici, les animateurs qui reçoivent des artistes, qui parlent de la chronique musicale. On dit que ce sont tous des chroniqueurs. Non. Une chronique, c'est une partie d'une émission. Ce n'est pas toute l'émission. Vous pouvez être vous-même présentateur principal d'une émission, du début à la fin, et vous vous appelez chronique. Non. Je suis chroniqueur musical. Vous n'êtes pas chroniqueur musical. Vous êtes présentateur de variété ou de la culture sur une télévision au sein de laquelle vous recevez et les journalistes, plutôt les musiciens, les plasticiens, etc., etc. Et donc, il faut que les gens se spécifient dans ce qu'ils sont en train de faire. Un journaliste, c'est un encyclopédique. C'est quelqu'un qui peut présenter les journaux télévisés, faire un reportage, faire une chronique. Faire une émission. Mais tout le monde n'est pas journaliste. Pas journaliste. Non. C'est pas parce que vous présentez quelque chose à la télévision que vous êtes journaliste. L'UNPC compte des membres vivant à l'étranger. Oui. Que prévoyez-vous pour vous? Ils ont l'impression que vous les mettez un peu... Il faut qu'ils commencent à se formaliser d'abord. Qu'ils demandent les cartes de presse, qu'ils fassent les choses dans les normes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, les émissions qu'ils renvoient ici, ce n'est pas du tout aux normes.
Ils font du mimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voit sur TF1, il voit sur BBC ce que les autres font. Il va peindre son garage en bleu ou met du vert avec l'incruste. Il se met un micro et puis il regarde dans son truc. Il dit voilà, je fais l'émission depuis Bruxelles. Vous ne faites rien du tout. Vous racontez. Ok. Vous n'avez pas ni la technique pour, ni la logistique pour, ni les cadres pour. Rares sont des journalistes qui sont de la diaspora, qui font des enquêtes, qui font du reportage terrain. Ce qui reprend d'ailleurs la définition même du journaliste, Absolument. comme on l'a dit, recueillir. Moi, je salue les jeunes hommes ici qui est aux États-Unis, à la Voix de l'Amérique, qui a repris les études. Ou encore Marius Munga. Marius Munga, Roger Muntu, Roger Moussanji. Voilà les jeunes gens qui font du journalisme. Mais vos animateurs là, voilà, je suis sur le web et tout ça, dans le métro. Donc ça ne vous dérange pas qu'on les appelle animateurs. Là, ça vous va. Enfin, ils s'amusent sur Internet. Ils animent. Oui, ils s'amusent en animant, en faisant de l'animation. C'est un hobby pour eux, c'est de la distraction. Est-ce qu'ils vivent de ça? Ça m'étonnerait. Quels sont les points positifs selon vous des états généraux auxquels nous avons assisté? Point positif, le président de la République lui-même est venu. D'accord. Il a validé ça, enfin, il a, sous son patronage, le ministre s'est impliqué, et nous-mêmes, on nous a laissé faire le travail en toute liberté. Et nous avons circonscrit les choses. Oui. Désormais, les textes appliqués, désormais, il y a une nouvelle communication nationale. Comment dire, la commission que j'ai présidée, c'est sur la communication nationale du pays. Le nouveau paradigme, c'est que Mouya appelle le nouveau narratif de la RDC. Et puis ensuite, la viabilité. Les organes de presse doivent être viables. Effectivement. Payer les gens, payer les charges. Et ce que l'on doit retenir selon vous, donc justement de ces états Et on va appliquer cela. Vous verrez pour justement vérifier. J'ai fait partie. C'est en cours de mise en place de ce comité de suivi de ces états généraux pour l'application. Il y a des lois qui vont passer au Parlement. Oui. Il y a des dispositions qui seront appliquées par l'autorégulation, c'est-à-dire l'UNPC. D'autres, on va renforcer le CESAC pour la régulation du métier. Et voilà. Et donc, il ne faut pas que les gens s'attendent qu'on a fini les états généraux, ça va s'arrêter comme ça et on va continuer comme avant. Ils se trompent. Selon Jean-Marie Kassamba, comment peut-on, si lui, vous qui êtes un grand, qui êtes un expert en communication, comment selon vous pouvons-nous faire pour éradiquer les moutons noirs ou encore, comme on en a parlé aux états généraux? Il faut les transformer. Il faut les transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord par de la pédagogie. Ceux qui ont des insuffisances en termes de formation, il faut qu'ils se forment. Mais encore, il faut le vouloir. Il y en a plein qui se disent que YouTube me paye, pourquoi je devrais faire tout ça? Ben écoutez, quand il y aura un critérium pour déjà avoir un média, et si vous dites que sur Internet, je n'ai pas besoin d'autorisation, si vous avez besoin d'autorisation, vous êtes dans un pays. Et donc, si vous ne le faites pas volontairement, on va vous contraindre à le faire. Ok. C'est ça un pays organisé. C'est ça l'état de droit. Tout métier a quand même, on va dire, un règlement. Vous ne pouvez pas vous hasarder être médecin, être policier, être militaire, être ingénieur, si vous n'avez pas des compétences. Jean-Marie Kassamba, entre JMK Today et Fauteuil Blanc, laquelle vous préférez présenter? Bon, ce sont des gens différents. Hein. Oui, totalement, mais on peut avoir une préférence. Mais Fauteuil Blanc, c'est plus promotionnel, on va dire. Je suis un peu en retrait. Mais mon style, c'est JMK Today. Super. Alors, je suis dans mon élément. C'est cela qu'on avait choisi. L'émission la plus stressante de JMK. Ça sera sur JMK Today. Celle qui m'a stressé. Ouais, le plus. C'est l'émission que j'ai faite avec Jacques Chirac. D'accord. Parce que c'était un grand parleur. C'était un bon parleur. Et il m'avait tellement mis à l'aise qu'à un moment donné, j'ai oublié que je faisais l'émission. D'accord, mais elle était stressante malgré tout. Elle m'avait stressé parce que, est-ce que vous imaginez quand vous parlez avec Jacques Chirac, il avait un accent particulier sur le français. Il aimait le beau. Il parlait un bon français. Il a un timbre de voix qui est bien à lui. Je disais, mais si j'ai fait une faute de français, il va me corriger.
Mais tout le reste, je me suis amusé avec les chefs d'État, les ministres. D'accord. Je m'amuse, moi, quand je fais l'émission. Je L'invité prends qui- mon lait. L'invité qui vous a le plus fasciné? Joseph Kabila. Vous dites que c'est un Pourquoi? ami. Mais pourquoi? Non, la première émission, la première d'accord, ok. interview. Il m'a fasciné. Pourquoi? Parce que moi, je savais que on disait qu'il ne parlait pas bien français. En 2006. Et je lui avais dit qu'on prépare l'émission. Il m'a dit non. Tu veux faire ça quand? Je lui ai dit ben demain. Il dit ok. Viens demain. J'arrive, on installe. Et puis il vient, il s'assoit. Il dit on peut y aller? Je dis, oh. Vous-même intérieurement, vous vous dites, mais... Oh. D'abord, il ne parle pas bien français. Et cette émission, je l'ai fait d'un trait. Ok, sans couper, sans... 45 minutes. Question-réponse, question-réponse. Et il répondait avec tellement de profondeur. Je me suis dit, waouh. Vous en êtes fan de Et les gens Joseph disent, Kabila? non, ce type, c'est un grand monsieur. Moi, je n'ai aucune fascination. D'accord, ok. Moi, je suis un homme très cartésien. Ce type, il est extrêmement intelligent. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Joseph Kabila est extrêmement intelligent, stratège et prévoyant. C'était juste une question. Il est en longueur d'avance par rapport à beaucoup de que gens, par rapport à beaucoup de choses. Et souvent, ce qu'il dit, ce qu'il fait, les gens finissent par lui donner raison. Mais c'est un être humain, il a ses défauts, tout le monde. il a ses Il peut faiblesses. faillir des fois. Voilà. L'émission la plus houleuse. La plus houleuse, c'est ce que j'ai fait avec Omar Bongo. D'accord, ok. Je l'ai coupé 3 fois. Dès que je pose la question, il me dit, caméra, coupé. Est-ce que toi et moi, là, moi, quand j'ai commencé à faire la politique, tu avais quel âge? J'ai dit, j'étais pas encore né. Et alors, tu t'autorises à me poser des questions comme ça? En fait, je lui avais demandé, Monsieur le Président, ça fait 40 ans que vous êtes président, pourquoi vous êtes candidat encore? Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas fait en 40 ans? Il dit, coupé. J'avais une autre émission comme ça avec Abdoulaye Wade du Sénégal. Et pendant l'émission, je lui ai posé la question, Monsieur le Président, vous avez 76 ans, vous passez plus le temps avec le Premier ministre ou avec votre médecin? C'est osé. Et puis il regarde sa femme, il dit, mais ce monsieur-là, c'est des Aïrois. Comment il a un toupet de me poser des questions comme ça? Celle que vous avez préférée? J'ai pris beaucoup de plaisir à faire une émission avec Yasser Arafat. Moi, je parlais en français et lui, il répondait en anglais. Non, j'ai pris un... Et aussi avec ma tendre Chadé. Ok. La britannique. Moyenne africaine, c'est la douceur incarnée. Et celle dont vous êtes le plus fier? Celle dont je suis le plus fier, c'est celle que j'ai fait avec Nicole Noël Chani. Je rigole beaucoup cette émission parce que les gens, quand ils ont suivi, ils ont dit « Ah, j'étais dur, etc. » Non, je suis... Parce que ce type-là, il gonflait les gens avec ses compétences, avec ses machins. Et là, quand il était dans mon fauteuil, je l'ai vraiment décortiqué. Et je me suis senti bien à la fin. D'accord. Télé 50 a fait rêver les plus grandes chaînes. On disait il y avait les meilleurs matériaux. Quand elle est arrivée, tout le monde se disait waouh, être à Télé 50 ou mourir. Toujours. Oh, c'est un peu changé quand même. Toujours. Citez-moi une qui arrive. Pas en question. Citez-moi une qui est comme Télé 50. Il y en a plusieurs. La preuve en est même que cette équipe, vous aviez une Dream Team. Vous avez des gens qualifiés, mais c'est moins la Dream Team que les Florides. C'est moi qui forme. Mais chacun vit avec ce qu'il a. C'est comme si vous demandez à Dieu, vous avez créé l'humanité, est-ce que vous êtes fier de l'humanité? C'est Dieu qui crée. En un mot, c'était quoi la stratégie pour vous hisser? Parce que quand vous êtes arrivé, il y avait déjà plein de chaînes, même la RTNC d'ailleurs, elle sera toujours là. Ma stratégie reste toujours l'excellence. Quand quelqu'un arrive chez moi, je le caste, enfin je le sélectionne, je lui fais comprendre que tout ce qu'il a été avant, pour moi, c'est rien. D'accord. Il faut qu'il commence à faire comme moi je le veux. Et si vous suivez ce que je vous dis de faire, vous allez monter. Vous allez gagner de l'argent, vous allez être connu, vous allez être adulé, apprécié. Et les jours où vous sortez de l'ombre ou de mes griffes, vous revenez à vous-même.
Mais vous les aidez aussi à devoir grandir, à pouvoir voler de leurs propres ailes ou pas? Oui, mais j'aimerais bien. Mais si vous, il faut sortir de mon ombre positivement. Mais si vous sortez par défi ou par dénigrement, par ingratitude... Vous vous êtes jamais rien reproché en tant que chef à Télé 50, en tant que président à Télé 50? Vous êtes aussi un homme, vous avez des erreurs. Chacun a les défauts. Mais j'estime que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, il faut que ça soit fondé. Fondé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vous sélectionne, vous forme, vous paye, et vous finissez par dire, il est méchant, il est mauvais, c'est injuste. Qu'est-ce qu'un journaliste ne doit jamais accepter sur son plateau? C'est un conseil que vous donnez. La médiocrité. D'abord, une émission, regardez, vous avez des fiches. Il y a beaucoup de journalistes qui ne préparent pas. Ici, où ceux qui se présentent chroniqueurs, machin, ils font des trucs, du rafistolage. L'opinion pense que... Regardez, vous avez structuré votre interview. Rares sont ceux qui structurent. Première partie, deuxième partie, à la fin, et la chute, etc. Ils sont là en train de faire le buzz. Ils s'écoutent parler. Ils pensent que je vais à la télé parce que je suis un tchatché, tout ça. Non. Amener quelque chose. Les gens qui nous ont suivis du début à la fin, ils ont appris des choses. Modestement, sur M. GMK, ils vous ont écouté. Vous avez dit des choses formidables. Les prochains défis. Ils n'ont pas seulement à admirer votre beauté, votre charme, etc. Les prochains défis de JMK. Nous sommes en 2022 ou nous sommes au début de l'année. Les prochains défis de moi-même, c'est être moi-même plus. Peut-on s'étonner un jour de voir Jean-Marie Kassamba à un poste ministériel? Bon, on m'a proposé plusieurs fois, j'ai toujours dit non, mais je pense que le moment est venu aussi de m'en occuper. Je me suis occupé de beaucoup de gens pendant longtemps. Depuis cette année, je m'occupe de moi. 1 euro, pas dans le nombre. Et que ça ne soit pas une surprise pour beaucoup. Ah, d'accord. Votre plus grande déception dans le métier? L'ingratitude. De qui, par exemple? L'ingratitude. Comment vous rebondissez après un coup bas? Ah, moi, j'ai une devise. Quand je tombe, je respire un coup, mais je me réveille avec une force. Moi, j'excelle dans l'adversité. Ah, d'accord. Les gens qui m'attaquent, qui m'insultent, qui pensent qu'ils m'affaiblissent avec ça, bien au contraire, ils me motivent. Moi, je m'ennuie lorsque tout le monde dit c'est beau, c'est grand, c'est bien, je m'ennuie. D'accord, ok. Si vous voulez voir de quoi je m'échauffe, attaquez-moi. Et souvent, je ne réponds pas. Mais méfiez-vous. Surtout quand je ne parle pas. Le qui dort. Un conseil motivateur en regardant un jeune ambitieux ou soucieux d'être un grand journaliste. C'est ce que j'ai dit souvent à mes étudiants. Vous en avez dans votre étude. Dans la vie, parmi les bons, il faut être le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'énerver contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un péché. Vous allez envier. Vous allez dire Ingrid, qu'est-ce qu'elle montre? Je pense qu'elle est la plus intelligente, la plus belle, la plus machin. Vous passez tout votre temps à vous occuper des autres. Alors, osez aller plus loin. Vous verrez que vous serez encore meilleur lorsque les autres vous diront de vous, eh bien, écoutez, j'admire ce que vous faites, j'aimerais être comme vous. Mais on n'est jamais comme l'autre. Vous souhaiterez que d'ailleurs vos élèves vous dépassent? Que les élèves dépassent le maître? C'est un peu compliqué. Ah, d'accord, c'est bien ce que Ma je fille disais. me le dit souvent. Ma fille me le dit souvent. Papa, ce que tu as fait, c'est bien, mais tu verras ce que je fais bientôt. J'ai dit chiche. À voir. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous quand on s'est promené dans les couloirs de Télé 50, ce que ça a donné pour savoir réellement qu'est-ce qu'ils pensent de leur chef professionnellement parlant. Ils ont osé. Regardez avec nous et on termine pour la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. C'est quelqu'un qui recrute les agents dans son entreprise Télé 50 sans tenir compte de l'approche ethnico-tribalo-familiale et consorts comme vous voulez. Oui, il peut avoir ses défauts, c'est un humain. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des faiblesses. Mais Jean-Marie Kassamba, que je connais, c'est quelqu'un qui a en tout cas des vertus. En lui, d'abord, je me retrouve. C'est un monsieur rigoureux,
un monsieur qui sait détecter les talents, il sait exactement quoi en faire pour que ce soit quelque chose de très bien. Moi, personnellement, je suis un des fruits de sa formation. Il m'a pris sous ses ailes, il m'a adopté vraiment comme... Pour qu'ils soient d'accord avec toi, et c'est pas facile de les convaincre. Confiez-nous tout. Je crois que vous avez regardé avec nous ces images. J'espère que vous avez apprécié. Bon, au final, ils n'ont pas été très durs avec vous. Bon, moi, j'ai la démocratie. Hein. Je les laisse parler. Ce sont mes employés, mes enfants. Pas de représailles. Ah, ok, d'accord. Jamais. Donc, tout le monde pourra revenir au boulot lundi sans problème. Sans problème. Okay, ils savent que le chef, c'est un démocrate, il accepte. D'accord. Que faites-vous de Parfois, ils m'écriturent, vous savez. Ils m'imitent. Et vous les voyez, vous les entendez? Si, dans le couloir. Quand je passe derrière moi, ils font des imitations de leur chef. J'ai eu un ancien directeur, il était directeur commercial, qui m'a dit Jean-Marie, des fois tu pouvais passer dans le bureau comme ça, bonjour président, tout droit. Bonjour président, répondre à C'était une petite parenthèse. Ah, ok, d'accord. Que faites-vous de votre temps libre? Puisque vous avez. J'en ai pas beaucoup. Bah oui. Mais mon médecin me dit souvent que dès que vous avez 5 minutes, dormez. Donc j'essaie. Mais je lis beaucoup. Là, vous savez, la terrasse, vous allez voir que j'ai beaucoup de livres dans mon bureau et beaucoup de bureaux. Terrasse décorée d'ailleurs en style marocain, oui, avec un beau tableau. C'est mon petit coin réflexion. Il n'y a pas de télé là-bas. Donc je lis beaucoup, je fais le sport, je marche, beaucoup de piscine, j'aime beaucoup ça. C'est pour... garder la taille. Et puis voilà, j'écoute de la musique classique, énormément. Classique? Oui. Et la rumba congolaise. Ça, on s'en doute, on n'en doute pas. Plat préféré? Vraiment celui que... Je mange d'abord congolais, principalement kassaïen. D'accord. J'aime pas manger gras. J'aime les ndakala, les toucha, les teku-teku, les zolo-chilo-apeni. Ok. Je suis vraiment un kassaïen de base. Ok. Film de prédilection? C'est-à-dire même s'il repasse, même si vous l'avez déjà vu, vous le regarderez. Espionnage. La chanson qui vous revient le plus souvent ces 3 derniers mois, que vous écoutez vraiment souvent? En ce moment, j'écoute Richard Klederman. Ou là, dernièrement, j'ai écouté Jean-Michel Jarre, Oxygène. D'accord. Et de la musique congolaise? La musique congolaise, j'écoute beaucoup Franco. J'aime beaucoup les anciennes musiques de Franco parce qu'il y a beaucoup de philosophie là-dedans. D'accord. Je suis un peu déçu de nos artistes maintenant parce que c'est trop frelaté, ça manque de profondeur. C'est bien pour la fête, pour faire du bruit, pour aller en boîte de nuit. Mais les bonnes rumbas que vous aimiez, c'était par exemple quels sons qui retenaient, que vous trouvez qu'aujourd'hui il n'y en a plus assez? Il n'y en a pas, par exemple, quand Kofi faisait Les prisonniers dorment, par exemple. Ou quand... Gino, des genres de... Oui, Gino, Madjilou, il faisait Je vis à Jean, ou Ferré, un peu, une chanson ou deux. D'accord. Voilà. Autocritique. Donnez-nous une qualité avec laquelle vous vous reconnaissez et un défaut que vous aimeriez changer. J'aime mon côté réfléchi et exigeant. J'aime ce côté. D'accord. Les gens pensent que... Moi-même, j'ai dit, oh, c'est bien ça, que je sois comme ça. Défaut? Même avec mes enfants. Quand je suis comme ça, là, mes étudiants, je suis comme ça. Moi-même, quand je reviens, moi-même, c'est pas mal ça. Je reste comme ça. C'est pour ça que les gens disent que je suis prétentieux, tout ça. Je ne suis pas du tout prétentieux. C'est... Sûr de lui? Oui. Ça, c'est... Même quand je suis en position de faiblesse, j'affiche... Vous ne voilez pas la base. La sérénité. Oui. Mais je sais que c'est un peu dur. Mais c'est difficile de décortiquer, sauf quand vous êtes vraiment très proche de moi, mes moments de faiblesse. C'est très difficile. Alors comment vous allez nous dire ce comportement? Quand vous avez reçu Koffi Olomide, à la fin, quand il vous tape, on vous sent un peu... Voilà, après sa réflexion, on vous sent un peu... Non, à la fin de la chanson, bon, c'était un peu... Cette émission-là, Koffi avait peur. Il pensait que j'allais vraiment les crabouiller. Vous n'êtes pas vous-même mort, vous n'êtes pas venu avec le dos de la cuillère. Après son comportement. Non, il avait l'appréhension de la chanson de Noël Tchani. Et comme lui-même, il s'était mal comporté avec Maman Olive et tout ça, il s'attendait à ce que je le bouffe. Et
sa réaction, c'est une réaction de survie. Hein? Okay. Il sentait que j'allais l'amener et puis il a dit oh, faut pas penser que tu es plus intelligent que moi. Ouais. Quand il a dit ça, je me suis dit il est faible. C'est pour ça que je suis resté calme. Et à la fin de l'émission, vous avez vu, il vient, il vous tape dans le dos. Pourquoi il m'a tapé? Il m'a dit tu pensais que tu allais m'avoir, hein? J'ai dit oh, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et vous voyez que ça fait un buzz. Ouais, effectivement. Mais une semaine après, dans un concert, voilà, il est revenu à lui-même. Mais avec Kofi, je suis comme ça. Hein. Oui. C'est un ami de 30 ans, un grand frère. Qui aime bien, châtie bien. On se taquine mutuellement. Parfois, on ne se parle pas. 6 mois après, on se parle. Une fois, on est resté 2 ans, on ne se parlait pas. Lui, il est comme ça. Il est épisodique. Il a des bouffées de chaleur comme ça. Un défaut que vous aimeriez changer, oui. Le défaut que j'ai, que j'aimerais bien changer, je n'arrive pas à garder la rancune contre quelqu'un. C'est un défaut. Et vous aimeriez devenir rancunier? J'aimerais bien faire sentir aux gens qui sont souvent méchants avec moi pour rien. D'accord. Mais je pardonne. Oui. Il y a des gens, il va commencer à t'insulter, ou t'as dit des choses méchantes, ou boutiquer des coups contre toi, alors que tu ne lui as rien fait, tu ne lui demandes rien. Comme ça, gratuitement comme ça. D'accord. Et quand ça m'arrive, souvent je regarde ces gens-là, et puis vous voyez, après un certain temps, je pardonne. Vous pardonnez. Ça, c'est un défaut pour moi. Parce qu'il y a des gens qui sont très durs avec moi. Et je ne citerai pas ici. Qui m'en veulent jusqu'à aujourd'hui. Dans leur tête, il faut qu'ils... Et moi, je ne suis pas comme ces gens-là. Vous pardonnez, au final. C'est mon côté enfant de Dieu. Votre boisson préférée? Le jus d'ananas et de gingembre. Ok. Votre lieu... Et le champagne. Et le champagne. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, mais avant, je cassais beaucoup de bouteilles, mais maintenant, je ne passe pas assez. Votre lieu de prédilection pour une détente? Ma terrasse. D'accord. Votre dernier caprice? Ah, ma dernière caprice, le dernier, pardon. Je me suis offert une vieille voiture. Moi, j'adore les vieilles voitures. D'accord. Et vous roulez avec dans la ville? Oui, mais les gens qui me voient dans la ville, ils me voient avec des vieilles voitures. Les gens pensent que je fais pour narguer, je ne sais pas qui. Non, c'est moi, je vis mes délires. Ah oui, ça, vous ne les rêvez pas. Mes délires. Quand on peut se le permettre. Oui, mais bon, ça ne coûte pas très très cher, mais je les réaménage à mon goût et je me sens bien dedans. Mais souvent, les customisés coûtent plus cher que les... Même si elle n'est pas climatisée, je me sens bien. Bien. Vous pouvez être avec votre Range Rover ou je ne sais pas à côté. Moi, je suis dans mes vieilles tacos des années 60. Je ne vois pas. Le dernier appel composé avant cette émission, à qui était-il adressé? J'ai appelé ma fille tout à l'heure. D'accord. Alex. Ce que vous aimez par-dessus tout? Mes enfants. Ce que vous détestez au plus haut point? Les gens qui sont méchants et médiocres. Votre plus grand regret dans la vie? N'avoir pas passé beaucoup de temps avec mes parents. Mes parents. C'est pour ça qu'ils sont partout. D'accord. J'aurais voulu que mes parents jouissent voilà. de tout ça. Vous savez, je vais dire une chose que je n'ai jamais dite. Moi, j'ai acheté à mon père que 5 costumes. D'accord. Alors que vous en avez un nombre... Bon, un peu. Défini. Suffisamment. Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre vœu? Là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir. Réveiller ma mère, qu'elle soit là. D'accord. J'allais lui dire, maman, je t'aime. Ça, je ne lui ai pas dit beaucoup. Mais vous lui avez dit quand même. Oui, mais j'aurais voulu lui dire ça parce que mes parents ont été pour moi... J'avais l'impression que j'étais seul chez nous. Parce que ma maman était comme ça. J'ai dit, maman, donne-moi un peu d'argent. Parce que comme ils étaient au village, moi j'ai rentré en Bujumaï. Donne-moi un peu d'argent. Et puis, il ouvre son porte-monnaie et il dit, prends. Donc sans calculer. Il dit, prends tout ce qui est dedans. Et mon père, c'est un type formidable. La dernière fois,
Ah, vous allez me faire pleurer. Non. La dernière fois que je me suis séparé avec mon père, Ouais. il a pris une feuille d'arbre comme ça, il a cassé une feuille, il a mis par terre. Il m'a dit marche. Je marchais dessus. Et puis il m'a béni, il m'a dit chez nous on a pris la poudre blanche là, c'est ça, du Pemba. Oui. Voilà, va, c'est lui qui va te chercher, il va me trouver sur son chemin. Il a dit en français ou en Tchouba? En Tchouba. Vous pouvez nous le redire quand Il même. parlait, non ça c'est ma langue des Ah anges. mais va. Et alors, et les gens pensent que j'ai des fétiches, je n'ai rien. Mais je suis spirituellement armé, Ok. très armé. Si vous concoctez des méchancetés contre moi, Parce que les gens vous voyez dans la on franc-maçonnerie, dans s'occupe de tout vous, ça. on s'occupe de vous, Mais par qui? par beaucoup de gens. Ah, ok, d'accord. Donc je vous déconseille d'avoir des idées méchantes sur moi. Les On pays s'occupera pour une de vous. retraite? Ici chez moi au Congo. Ah, seulement au Congo? Vous ne retournerez pas à Kabé Kamang? Mais c'est aussi au Congo. Non, mais vous... Dans mon village. Moi j'ai où dormir chez moi, quand je rentre chez moi. Je conseille tout le monde d'avoir un petit nid où dormir. Quand vous regardez comme ça, une question anodine, quand vous regardez comme ça Mbujimaï et ses alentours, vous dites quoi aujourd'hui là? Je suis en colère. Mais pendant que vous y Je suis en colère. À l'époque de Joseph Kabila, j'étais en colère contre Ngoï Kassage, contre tous ces gens de chez nous qui étaient des premiers ministres. Je leur disais toujours, vous avez la signature, transformez chez vous. Transformez chez nous. D'abord chez vous. Maintenant, je dis la même chose à Félix Tshisekedi. Avec tous ces gens-là qui sont autour de lui. Il a la signature. Bon sang, pourquoi vous pleurez tout le temps? Transformez chez vous. Transformez chez vous. Question professionnelle, c'est celle-là que j'attendais. Selon Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a que n'avait pas Kabila et vice-versa? Mais chacun... Oui, donnez-nous un truc, vous connaissez les deux, vous nous avez dit tout à l'heure, je suis entre les deux. Vous pouvez juste nous dire qu'est-ce que l'un a que l'autre n'a pas et l'autre ce qu'il a que l'autre n'a pas. Deux tempéraments différents. Félix Tshisekedi parle beaucoup. Oui. Joseph Kabila ne parle pas beaucoup. D'accord. Il parle pas beaucoup. Et qu'est-ce que Joseph Kabila a que n'a pas Tshisekedi? Comment dire? L'atout que Tshisekedi a, c'est qu'il communique aisément. Il dit des bonnes choses, aisément. Ok. Il faut que ce qu'il dit soit suivi, surtout pratiqué par les gens qui l'écoutent et qui travaillent avec lui. Joseph Kabila sait qu'il a, que l'autre n'a pas, c'est la pondération stratégique. D'accord. Et vous avez parlé d'anticipation. Et de gérer des choses en douce. Mais tous les deux, ils ont des atouts. D'accord. Et moi, j'aime les côtés de Tshisekedi. Il a des bonnes intentions pour le pays. Il est indigné quand il faut être indigné. D'accord. Ce que je lui reproche, c'est il faut changer. Il faut changer. Réagir directement. Il faut changer les gens qui ne sont pas opérationnels. Okay. Ce que je disais à Kabila, c'est la même chose. Kabila était lent à la prise de décision. Il disait qu'il faut accorder une deuxième chance. Et ça créait des gens qui pensaient qu'il y avait de l'impunité, etc. Regardez, ils n'avaient même pas de conviction, ils ont fui. Enfin, ils pensent qu'ils ont fui, mais ils sont là. Ils tournent. Au rond-point. Et voilà. Donc, pour terminer dans cette émission, c'est la dernière question. Et puis à vous d'ailleurs, tout le monde l'attend. Laquelle? Jean-Marie Kassamba. J'aime bien, vous nous mettez des photos alors de vos enfants. C'est magnifique. Vous avez dit quoi? Vous êtes Tata Mapassa en plus. Ça n'arrive pas très souvent à tout le monde. Il y a la photo de vos parents. Tout le monde se demande, mais Jean-Marie Kassamba, qui est si élégant, à son âge, qui donne toujours bien, est-il un cœur pris ou un cœur à prendre? Oh, faut pas poser. Est-ce que vous posez la même chose à Jésus? Ah, non, on ne reçoit pas Jésus. Ça, c'est ma vie privée. Ça. Ah, ben voilà. Si c'est un cœur à prendre, il faut le voler alors. Il vous a répondu, alors à vous de comprendre. On était très heureux de vous avoir dans cette émission. Est-ce que vous aurez un dernier mot? Vous n'êtes pas souvent dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'aime pas. Pas d'Instagram, pas de Facebook. Vous êtes une personnalité publique. Non, parce que je signale aux gens qui me suivent là, tout ce que vous voyez comme compte Facebook, c'est pas moi. Les gens composent ça, ils vous appellent, ils vous cherchent à être amis, tout. C'est pas moi du tout. J'avais un compte que je n'utilise pas. Je sais pas, voilà. Et puis, je n'ai qu'un compte Twitter. Je tweete une fois par an. Parce qu'avant de dire que je tweete un peu, bon,
Les gens... Mais au moins, ça, il a à vous, le compte Twitter. J'ai un compte Twitter. Instagram, bon, je ne sais pas ce que c'est. Sincèrement. Et... J'aime pas trop parce que, vous savez, c'est les côtés exhibitionnistes de l'Internet que je n'aime pas. Les gens se mentent. Mais vous avez de quoi montrer les choses. Oui, mais pourquoi il faut montrer? Les gens se mentent. Ils s'achètent une chemise, il se fait la photo, il va manger dans un restaurant, il se montre. En réalité, ils ont plus de difficultés que ce qu'ils montrent. Ok. Il y a des gens qui sont moches, mais ils améliorent leurs photos pour devenir... Photoshop et tout ça. Oui, oui, mais moi, j'aime pas être faux. Dans la vie, il faut être vrai. Vous savez, l'illusion de l'Internet s'arrête lorsque vous tombez malade, vous n'avez pas de quoi aller à l'hôpital. Lorsque vous avez faim, vous n'avez pas de quoi manger. Lorsque vous ne pouvez pas avoir une belle voiture, alors que vous avez pris des photos à côté des limousines. Non, moi, j'aime pas être faux. D'accord. Si vous me voyez avec quelque chose, c'est à moi. Dans tous les cas. C'est à moi, c'est à moi. Un dernier, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir. Vous avez un dernier mot? Oui, merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Je ne savais pas que c'était comme ça, parce que c'est la première fois, hein, on passe autant de temps ensemble. Et je pense que vous avez beaucoup d'avenir. Vous parlez un bon français, vous êtes présentable. Et puis on a dit des choses. Vous m'avez fait dire des choses que je n'aime pas. C'était ça le but. Moi, j'ai réussi mon pari. Félicitations. Merci à vous tous en tout cas. Merci à toute mon équipe qui était là. Alors, il y avait ces deux étudiants qui étaient là. Donc, c'était Caps et Bruce qui font partie de ma team. Et puis à Joe et bien évidemment Samy. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous verrez cette émission sur ces directs. Vous pourrez aussi, je remercie mon président Gabi Chavani Record sur Congo Web Télévision. Restez connectés, restez branchés. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et le président Jean-Marie Kassamba restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Entre nous seulement.